Donc je suis très content d'être là. Je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas trop dans ma spécialité, qui n'est pas très facile à traiter, mais dont on a un petit peu parlé ce matin et qui traite de l'apport des naturalistes, amateurs et des sociétés savantes à la connaissance et à la protection de la nature. Parce que c'est une longue histoire, une histoire qui a été un petit peu rappelée tout à l'heure par notre historien, hein, qui nous a fait un très bel exposé sur l'histoire de la Société nationale d'acclimatation, qui est effectivement un sujet intéressant. Voilà. Alors l'histoire est longue. L'histoire est longue, elle est compliquée, tout le monde n'est pas d'accord avec ce diagnostic, mais on peut dire que il y a eu création d'un très grand nombre de sociétés d'académie au XIXe siècle, au début du XXe siècle, notamment grâce à la loi de 1901 sur les associations. Ça a un petit peu boosté, si vous voulez, l'intérêt des naturalistes pour se regrouper. Et puis, on a assisté d'une manière très significative à un déclin de ce type de société face au développement de la recherche professionnelle. Quand le CNRS, qui au départ n'était pas le Centre national de recherche scientifique, mais la Caisse nationale de recherche scientifique, qui n'avait pour fonction, en tant que tout CNRS, tu connais ça, que d'alimenter les laboratoires en crédit, ça a entraîné un peu un déclin de cette activité-là. Et puis il y a eu un regain d'activité à partir des années 60, notamment en réaction à la dégradation constatée de l'environnement. Et à ce sujet-là, le livre un peu fondateur de Rachel Carson, Silent Spring, a joué un rôle considérable. Ça a été une espèce d'électrochoc dans la communauté des naturalistes, et même des citoyens en général, et ça a boosté un peu le départ d'une prise de conscience sur la nécessité d'agir. Et puis, en ce début du XXIe siècle, je en parlerai tout à l'heure, on assiste à un regain d'activité qui est très fort, qui est très puissant, et qui est notamment alimenté par la nécessaire complémentarité entre sciences professionnelles et sciences naturalistes, notamment dans le cadre des politiques publiques de conservation et de gestion de l'université. Alors, on a des antécédents, on a dans l'histoire de très beaux exemples d'une recherche qui procédait des sociétés savantes, et à l'époque, il n'y avait pas de professionnels et d'amateurs, on était des espèces d'honnêtes hommes qui étaient à la fois professionnels et amateurs. C'est le cas par exemple de Crespon, ici. Crespon, qui a écrit l'ornithologie du Gard et des plaisirs voisins en 1848. Ensuite, un livre superbe, magnifique, de Jaubert et Barthélemy Lapobret. Voilà. Et puis, l'ornithologie européenne de Gland et Gerbe, qui est quand même un peu un livre fondateur sur l'ornithologie de l'Europe en général. Et puis, pour rester chez nous, en Côte d'Or, le bouquin du docteur Louis Marchand, Catalogue des oiseaux observés dans le département de la Côte d'Or, qui a été un peu une bible pour tous ceux qui, au milieu du XXe siècle, si vous voulez, se sont intéressés à mettre au point nos connaissances sur la distribution des oiseaux dans le département. Alors, c'est un livre historique, c'est un livre qui a beaucoup de valeur sentimentale pour beaucoup d'entre nous, puisqu'il a été donné par Paris, l'auteur, par Marchand, l'auteur. Il a été offert à M. Paris, préparateur à la faculté, etc. Voilà. Donc, l'auteur Marchand l'a donné à Paris, lequel Paris l'a donné à Henri Jouard, qui est aussi un naturaliste amateur, lequel Henri Jouard l'a donné à Georges de Vaugué, lequel Georges de Vaugué l'a remis à Camille Ferry, et puis la veuve de Camille Ferry, Françoise Ferry, me l'a remis en 2008, mais il revient, ne vous inquiétez pas, il revient ici ces temps-ci. C'est un bouquin qui a été publié en 1869. Ça, c'est un peu notre Bible locale. Alors, Camille Ferry, qui est notre mentor à beaucoup d'entre nous, hein, notamment à Bernard et à moi, c'est Camille qui nous a appris l'ornithologie. Hein, on allait embêter les faucons pèlerins dans la Combe-Lavaux ensemble.
Il a écrit dans le bouquin de Lux Trena de 2000, dans son introduction, j'aurais pu aussi vous parler des ornithologues d'opinion, du 19e siècle, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que leurs recherches nous aident à comprendre ce que nous voyons maintenant. Certes, ça c'est bien vrai, mais ils sont très loin de nous dans leur façon de considérer les oiseaux. C'était beaucoup plus des hommes de cabinet de curiosité que des naturalistes de terrain. Et effectivement, dans le bouquin de Marchand, il y a des quantités de notes manuscrites par Marchand, puis par les continuateurs de Marchand, qui font des commentaires sur ce qu'ils voient, et notamment ce qu'ils voient sur les marchés. Par exemple, cet avis aux chasseurs, qui est paru dans le Bien public du 27 janvier 1885, et qui est signé qui est écrit par Marchand. Avis aux chasseurs, depuis quelque temps, on signale dans nos campagnes une grande quantité de litorne tiatia. Cette sorte de grive, sans être aussi appréciée que la véritable, n'est pas sans qualité. On croit que c'est la neige qui les chasse du midi. Pour nous qui sommes naturalistes du XXIe siècle, il y a deux monstruosités dans cette phrase-là, qui n'est pas longue. La première, c'est qu'on apprécie un oiseau que dans la nature où il est pour à manger. Voilà. Et puis la deuxième, c'est qu'on croit que c'est la neige qui les chasse du midi, alors que ce n'est pas du tout un oiseau méridional. Bon, il y a en Camargue maintenant, les tiatias, on ne les voit, les litornes, hein, on ne les voit que quand il fait vachement froid. Donc c'est pas du tout un oiseau. Alors voilà, et ça, le bouquin de Marchand est truffé de commentaires de ce type-là. Et pratiquement deux notices sur 3 sur des espèces rapportent à des oiseaux qui ont été tués au fusil, qui sont vus sur les marchés ou qui sont apportés parce qu'ils ont une particularité quelconque. Donc c'était pas du tout des naturalistes de terrain. À leur décharge, il faut dire qu'ils n'avaient pas de moyens de déplacement, qu'ils n'avaient pas de moyens pas de bouquins d'identification, qu'ils n'avaient pas de bonnes jumelles. Bref, que c'était complètement différent. Et nous, qui sommes habitués à toutes les commodités du XXIe siècle, on ne s'imagine pas quelle était la difficulté d'observation dans la nature à ces époques. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête pour pardonner un peu ces pratiques qui, pour nous, paraissent un peu extraordinaires. Alors, vous aurez remarqué que, de même que je parle un peu surtout des oiseaux, hein, parce que c'est quand même ma spécialité, et puis comme le disait le grand biologiste Ernst Mayr, les oiseaux sont un tremplin vers l'inconnu. Donc c'est normal que dans une association comme Progrès de Nature, on soit surtout ornithologue. Excusez-moi auprès des botanistes. En tout cas, dès 1962, à une époque de regain quand même de l'activité naturaliste, a publié Le Jean Leblanc, avec un magnifique dessin de Bernard Frochot ici, voilà, qui est un Jean Leblanc. C'est un document, c'est tout voilà, parce que ça vaut un prix fou maintenant. Le premier numéro de la revue de Jean Blanc, c'est une curiosité de bibliophile. Voilà. Et puis le Jean Blanc a continué pendant quelques décennies. Le dernier numéro est de quelle année, Bernard 95, un truc comme ça. Voilà. Et là, c'est un dessin de Robert Renard. Et alors après, c'est des dessins de Robert Renard. On a demandé à Robert Renard la permission de lui, enfin, il nous a donné un dessin pour remplacer le beau dessin de Bernard Frochot. Mais je signale quand même que c'est un beau dessin. Voilà. Alors, le Jean Blanc a eu... Et puis ensuite, évidemment, cette revue Progrès de Nature, j'en parle pas, c'est une revue qui, moi je peux dire, parce que je ne suis pas directement impliqué dedans, mais c'est une revue qui est superbe par le contenant et le contenu. Et je vous garantis que les quelques numéros que j'ai eus entre les mains, je les ai tous lus avec le plus grand intérêt. C'est une très très bonne revue, d'histoire naturelle de la région de Bourgogne. Alors ce qu'on peut dire, c'est que les naturalistes amateurs ont joué un rôle essentiel sur lequel je reviens un petit peu plus loin, notamment pour une connaissance spatiale, territoriale, systématique, etc., de notre faune et de notre flore, évidemment. Voilà, par exemple, la carte de distribution du simple plongeur telle qu'elle a été proposée dans la première édition de l'Atlas de 1967. Ce que je voudrais vous dire par là, c'est que la couverture géographique est totale, c'est l'ensemble du territoire. Donc c'est quelque chose qui a une valeur d'exemple. Bon, et puis alors des atlas se sont développés sur le plan méthodologique. Il y a un organisme qui s'appelle l'IBCC,
et l'IOSI, IPCC International Bird Census Council, c'est un organisme international qui a essayé de standardiser un peu les méthodes de dénombrement. C'est un truc qui a fonctionné pendant plusieurs dizaines d'années et qui est remplacé actuellement par l'IPCC, European Bird Census Council, c'est le Conseil européen pour les dénombrements d'oiseaux. Si je parle de ça, c'est que c'est très important parce que c'est à partir des amateurs, évidemment, que ce genre d'ouvrage peut être fait. Voilà, alors on fait ça porte sur les dénombrements d'oiseaux, les fluctuations d'abondance, et puis ça porte aussi sur des études de répartition, les atlas, comme par exemple des atlas régionaux, ça c'est la chouette de Tegman en Bourgogne, hein, dans le bouquin de Lux Strenat qui a été publié en 2000, et puis il y a des atlas nationaux comme celui-là, voilà, l'atlas des auditeurs de France, et puis des atlas européens, comme celui-là, qui a été publié en 1997. Tout ça, c'est basé sur des compétences naturalistes. Évidemment, ça ne se rapporte pas qu'aux animaux, notamment aux oiseaux, mais il y a aussi des recherches ciblées par des amateurs, ou par des moins amateurs, sur la végétation. Voilà l'exemple de la fameuse flore de Fournier. Fournier, il était... Non, il y a eu beaucoup de curés qui ont été professeurs, qui ont été botanistes. Je crois que Fournier était curé. Alors, Fournier était curé, la fameuse flore de Coste était faite par un curé. Coste, l'abbé Coste était curé, et puis il y en a eu bien d'autres. Hein. Et puis des amateurs éclairés, comme Bernard Girard, ici, qui est un de mes amis, qui a fait une superbe flore du Vaucluse, qui a été réédité un grand nombre de fois, et qui témoigne donc de la vie, de la vitalité des naturalistes amateurs, dans le bon sens du terme, pour la production de ces genres de savoir. Alors, évidemment, c'est ce genre de connaissance qui est pratiqué par des gens enthousiastes, qui donnent de leur temps et de leurs moyens, de leur argent pour faire des sciences de terrain. Ça permet d'avoir des séries longitudinales et donc de mesurer, d'avoir une idée sur l'évolution des populations d'oiseaux. C'est par exemple dans cet ouvrage de 2008 qui donne une idée de l'évolution de la bifaune de Bourgogne depuis un siècle. Vous voyez une chose intéressante, c'est que globalement, le nombre d'espèces a eu plutôt en tendance à augmenter. Le nombre annuel d'espèces nichant dans les 2160 à 170, au lieu de 140 à 160 avant. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une tendance qui est un petit peu partout à l'échelle nationale. En Camargue, par exemple, on a eu, depuis une vingtaine d'années, l'acquisition d'une bonne quinzaine d'espèces, de belles espèces emblématiques comme la spatule blanche, la cigogne, l'oie cendrée, la talève sultane, le goéland rayeur, la mouette mononcéphale. Tout ça, c'est des baies nouvelles qui n'étaient pas là auparavant. Alors, on pourrait discuter longtemps sur la causalité de ces apparitions d'espèces. Pour certaines espèces, on connaît des causes probables, pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile, mais le fait est là. Le fait est là, c'est que globalement, même si de temps en temps ça se traduit par une banalisation de la faune, il y a quand même un enrichissement indiscutable. Alors on peut aller un petit peu plus loin et puis identifier les espèces qui sont stables, comme celle-là, les espèces, qu'est-ce qu'on fait? Bon, j'en sais rien du tout, vous pouvez lire la légende, les espèces qui sont apparues, qui ont disparu, qui ont évolué, etc. Tout ça, c'est des genres d'analyses qui sont extrêmement précieuses pour avoir conscience de l'état de notre patrimoine. Et alors, on s'aperçoit par ces analyses-là qu'il peut y avoir des fluctuations d'effectifs qui peuvent être considérables, qui ne sont pas directement explicables par des raisons anthropiques ou climatiques ou je ne sais pas quoi, mais qui procèdent d'une dynamique chaotique et difficile à comprendre des populations. Voilà par exemple la fluctuation d'abondance de la chouette de Tegman dans les Vosges du Nord.
Bon, les Vosges du Nord, qui sont un parc naturel régional, sont gérés depuis très longtemps de la même manière, donc on ne voit pas de raison évidente pour ces modifications. Pareil pour la chouette chevêchette, qui est une petite chouette de montagne qui a actuellement un dynamisme de population extraordinaire. Il augmente partout, elle augmente partout en abondance et en distribution. Maintenant, dans les Alpes, il y en a à peu près partout. Et c'est quelque chose, comment? Dans le Morvan, elle vient dans le Morvan. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on n'a pas l'explication. C'est une chouette fantastique, hein, pour ceux qui ont un peu fréquenté dans l'intimité de cette petite chouette, qui est minuscule, hein, plus petite que le poing, c'est un oiseau fabuleux. Voilà. Alors évidemment, par les temps qui courent, qui sont caractérisés, comme vous le savez, par un réchauffement climatique, ces données qui sont acquises sur le long terme permettent d'avoir des mesures, des données, des indications sur les réponses des oiseaux au changement climatique. Voilà par exemple la variation d'abondance du merlan-plastron. Entre les années 70 et les années actuelles, vous voyez qu'il y a des modifications importantes par une tendance globale à la remontée vers le nord des populations, la disparition de populations, notamment en Grande-Bretagne ou ici dans les Alpes du Sud. Voilà des modifications importantes. Voilà par exemple encore une espèce qui a l'air de se rétracter complètement de l'Europe moyenne en direction de l'Europe du Nord. Apparemment, il n'y en a plus en France. Bernard, est-ce qu'il y en a ici encore un peu? Encore un peu? Donc la carte est fausse. Parce que vous voyez, donc la carte est fausse. Et ça, c'est pourtant fait par Verena Keller, qui est l'Institut de zoologie de Saint-Barth, qui a l'air de... Comment? La réponse de Bernard est parfaitement recevable. Il dit, c'est une professionnelle, donc elle ne connaît pas l'intimité des choses. Voilà. Bon, passons. Voilà, mais en tout cas, bon, le principe est là, on peut suivre les choses. Alors on peut évidemment, ça vous connaissez tous le programme STOC, là c'est le suivi temporel des oiseaux communs, qui est piloté par le Muséum national d'histoire naturelle, et qui permet, donc ça a démarré en 1989, qui permet de suivre l'évolution des populations. Alors il y a des espèces en augmentation, comme celle-là, et puis des espèces en diminution, comme toutes celles-là. La diminution est bien connue et documentée, comme le tardier des prés, hein, d'autres c'est moins évident, et puis d'autres qui augmentent aussi pour des raisons qui sont plus ou moins connues, qui généralement sont plutôt moins que bien connues. Hein. On ne sait pas pourquoi ça bouge, mais c'est comme ça. On peut aussi faire à l'échelle régionale des constatations intéressantes qui sont, et ça j'ai insisté là-dessus, génératrices d'hypothèses de travail qui peuvent ensuite être reprises par les associations, voire par les professionnels. Voilà un exemple très intéressant. C'est celui de l'indice planète vivante. Vous connaissez, est-ce que vous savez ce que c'est que l'indice planète vivante? L'indice planète vivante, c'est un truc qui a été inventé par un gars, un Anglais qui s'appelle Lowe, et qui, à partir d'un certain nombre d'indicateurs biologiques, vertébrés, invertébrés et végétaux, mesure l'état de santé des écosystèmes. Et l'indice a été repris par le WWF. Il est assez compliqué sur le plan technique, sur le plan de l'élaboration des données, mais voilà ce que ça donne. Ça, c'est l'indice planète vivante appliqué aux vertébrés, pas à l'ensemble des écosystèmes, mais aux vertébrés. Et les vertébrés, c'est un certain nombre d'espèces d'oiseaux, un certain nombre d'espèces d'amphibiens et un certain nombre d'espèces de mammifères. Et cet indice planète vivante est donc appliqué au bassin méditerranéen, à l'ère méditerranéenne. Sensu lato, l'ère méditerranéenne englobant la Méditerranée sensu stricto et la mer Noire ici, qui en réalité, d'un point de vue géomorphologique et biogéographique, est un appendice de la Méditerranée. Or, que constate-t-on? On constate des choses très intéressantes, c'est que en Méditerranée occidentale, chez nous donc,
En Camargue, par exemple, l'indice augmente considérablement, alors qu'en Méditerranée orientale, Est méditerranéen ici et mer Noire là, l'indice est au mieux stationnaire et au pire en déclin prononcé. Alors, le problème est de savoir pourquoi. On a un exemple, c'est celui du goéland railleur. Le goéland railleur est un oiseau qui était pratiquement absent ou extrêmement rare en Camargue dans les années 60. Moi, je suis arrivé en Camargue en 62, quand on envoyait un couple tous les 3 ou 4 ans, on ouvrait le champagne. Maintenant, il y en a 300 couples. C'est donc une espèce qui a beaucoup augmenté. Elle a colonisé le delta de l'Èbre, où il y en a une grande colonie maintenant. Donc, manifestement, c'est un oiseau qui a considérablement augmenté, idem pour la mouette mélanocéphale. Or, quand on regarde le succès de reproduction dans les colonies de ces deux laridés, les statistiques biométriques démontrent que l'augmentation est plus rapide que ce que laisserait supposer le succès de reproduction. Donc, ce n'est pas une démographie locale qui suffit à expliquer cette expansion-là. L'hypothèse la plus logique, la plus plausible, c'est qu'il y a un glissement des populations des zones très dégradées de Méditerranée orientale en direction de la Méditerranée occidentale. Et effectivement, les colonies du delta du Danube, ici de la mer Noire et de l'Est méditerranéen, ont tendance à décliner, comme l'indique ici l'indice planète vivante, probablement au bénéfice de l'Ouest méditerranéen. Donc des glissements de population. Alors voilà des choses qui sont intéressantes et qui n'auraient pas pu être faites sans la participation de très nombreux amateurs. Alors voilà par exemple les variations d'abondance des oiseaux hivernants de Wallonie, où on a des tendances intéressantes. On a notamment une tendance au déclin de plusieurs espèces, notamment de 2 espèces piscivores, le héron cendré et le grépupé. Et les Belges, les Wallons pensent, c'est une hypothèse de travail, ils pensent que c'est dû à la prolifération de ce mollusque ici. Comment ça s'appelle déjà? Oui, voilà. Une corbicule. La prolifération de la corbicule, notamment dans les eaux, dans la Meuse par exemple, ça filtre tout, ça enlève le plancton, ça supprime le poisson fourrage et ça se traduit par une diminution des populations piscivores. C'est une hypothèse évidemment qu'il s'agirait de confirmer plus ou moins par expérimentation, mais ce qui n'est pas facile. Mais ça vous donne une idée des interactions possibles qu'il peut y avoir entre différentes espèces et qui peuvent être élucidées, peuvent être suscitées par de la recherche amateur. Alors ça, jusqu'à présent, je vous ai montré que de la recherche d'amateurs, de bénévoles, réalisée seule ou en collaboration par de très nombreux participants, c'est des recherches sur des distributions, des abondances, des fluctuations d'abondance au cours du temps. Mais les ornithologues amateurs peuvent aussi pratiquer de la recherche fondamentale, parfois de très haut niveau, et qui sont d'un très grand intérêt. J'en prendrai qu'un exemple, c'est celui de Camille Ferry, ici, qui a été donc le fondateur et président du COB pendant de nombreuses années, et qui a fait de très belles études, en particulier sur les mécanismes de coadaptation des oiseaux et des plantes à la dissémination des plantes. On a parlé ce matin, pendant la table ronde et avant, de la nécessité de prendre en compte le processus et les interactions entre espèces. On a là un exemple superbe de coadaptation, de symbiose, si vous voulez, entre 2 partenaires obligés. D'une part, les plantes, il faut bien qu'elles se dispersent pour pouvoir survivre, et comme il leur faut des agents de dispersion pour véhiculer leur propagule, elles font appel à soit des animaux, soit à des agents naturels. Alors voilà, par exemple, une très belle étude qui montre comment, le long d'une succession écologique, depuis des stades buissonnants, herbacés, bâches, si vous voulez, jusqu'à la forêt mature, si vous voulez, il se passerait entre 200 et 300 ans
entre le stade d'une coupe forestière et puis le retour à la forêt mûre initiale, eh bien, on assiste à une succession de types de dispersion avec les plantes qui sont véhiculées par le vent, comme les érables ici. Là. Ce sont des plantes qu'on appelle anémochores, des corps de dispersion par le vent anumos. Ensuite, une guilde d'oiseaux qui s'appelle des plantes qui sont endozoochores parce qu'elles sont dispersées par des oiseaux qui mangent des baies, qui avalent des baies et qui régurgitent ou défèquent des graines. Alors ça, c'est dans les stades buissonnants, intermédiaires des successions. Et puis tout ça, ça se termine par un groupe de plantes qui sont synzoochores parce que c'est du jargon un peu hermétique, mais ça dit bien ce que ça veut dire, synzoochores, parce que les plantes sont transportées par des animaux qui cachent les graines. C'est le cas par exemple des geais ou des mulots. On sait par exemple qu'une population de geais dans la forêt, elle plante, réellement, elle plante en moyenne 50 000 glands à l'hectare. Mais c'est à partir de cette plantation par des agents de dispersion, que sont les oiseaux, que la chênaie se perpétue dans le temps. C'est comme ça d'ailleurs, entre parenthèses, que les chênaies et les hêtraies sont remontés vers le nord après la dernière glaciation, lors du réchauffement climatique. Ils ont été en grande partie trimballés par les geais et ces animaux-là. Voilà. Donc, toute une série d'études de très haut niveau, qui sont d'un niveau académique et qui sont, dans le cas particulier, donc été faites par des amateurs. Et alors, ces études-là ont donné lieu à des développements un peu spéculatifs, mais la spéculation fait partie de la recherche scientifique, dans laquelle Ferry, entre parenthèses, a analysé les agents de dispersion des spores végétales, l'épizoochorie, l'endozoochorie, la synzoochorie, dit qu'il y a un continuum évolutif depuis une tradition de reptiles plus ou moins frugivores, qui dispersaient des diaspores végétales un peu par hasard, et puis au fur et à mesure du temps qui est passé, du temps évolutif qui est passé au cours des millions d'années, une lignée opportuniste, à partir de lignées opportunistes, et une spécialisation vers des animaux de ce type-là, voilà, avec une synzoochorie partielle, jusqu'à des syndromes de coadaptation qui sont extrêmement sophistiqués, qui deviennent obligatoires. Par exemple, alors, le cas extrême est celui de la coadaptation entre le pin cambreau, ici, voilà, le pin cambreau, dont les graines sont obligatoirement plantées par des casse-noix. Les populations de pin cambreau ne persistent dans le temps et dans l'espace que si les graines sont plantées par un agent extérieur, et c'est généralement le casse-noix. Voilà. Alors, si on regarde quel est l'état, le rôle des sociétés savantes en ces débuts du XXIe siècle, là, je me suis arrêté à la fin du XXe siècle, on a... Rapidement. Oui, rapidement, bon, je vais aller vite. Alors, vous n'avez qu'à lire. Qu'on peut simplement dire, c'est une remarquable vitalité. 3000 associations en France, France Nature Environnement le dit, recouvrant 800 000 membres, dont 10% sont actifs dans la recherche. Ça publie des milliers de bulletins. Et celui-là, là, le Bon Code Nature, est un des meilleurs que j'ai vus. Voilà. Formidable réseau de diffusion de la culture scientifique, flux continu et diffus de recherche, etc., etc., etc. Et puis ce que je voulais dire, c'est que, voilà, très important, il n'y a plus d'opposition. Il y en a eu une un certain temps, mais il n'y a plus d'opposition, mais complémentarité entre la recherche professionnelle et la recherche amateur, bénévole. Comme le montrent ces programmes que vous connaissez bien, Stock, Enoclim, Viginature, Terra Botanica, etc., etc. Tout ça, c'est des associations pilotées généralement par les professionnels, mais dont les bases de données sont alimentées par des amateurs. D'accord avec moi, oui. Donc, c'est devenu un appui devenu nécessaire à la recherche publique et aux politiques de gestion. Et c'est là-dessus que je vais terminer. La conservation intégrée nécessite maintenant une acceptabilité sociale. Dans la table ronde, on a un tout petit peu parlé de ces problèmes de relations entre le citoyen lambda
et la protection de la nature. On pourrait en discuter longuement, mais on peut dire que l'extension des espaces protégés, qui est un fait, est traduite par l'intégration de territoires porteurs d'usages multiples, concertation entre les différentes parties, et puis surtout une socialisation à grande échelle des objectifs de conservation de la biodiversité, qui n'est plus maintenant que l'apanage des seuls naturalistes. Alors, les problématiques qui se posent donc aux protecteurs de la nature sont nombreuses. Est-ce qu'il faut reconstituer la biodiversité? On pourrait faire des tas de débats à ce sujet-là. On parlait tout à l'heure, est-il utile, est-il légitime, est-il socialement souhaitable de construire des plateformes pour le Val-Buzard? Faut-il absolument reconstituer des populations d'ours si les populations locales ne le souhaitent pas? Tout ça, ça fait partie du débat de société qui tourne autour de la gestion de la biodiversité ou la restauration de la biodiversité et qui, effectivement, doit être abordé par le dialogue. Et ce dialogue, il se construit notamment par tous ces problèmes dont on a parlé un petit peu ce matin, de la nécessaire connectivité entre les habitats pour permettre aux populations de n'être pas trop fragmentées, disséminées, vulnérables à l'extinction. Et c'est dans cet esprit-là qu'a été conçue la trame verte et bleue, dont la région PACA est une des meilleures illustrations, puisque nous avons actuellement 5 parcs naturels régionaux, bientôt 7, et puis 4 parcs nationaux, ce qui est quand même tout à fait considérable. Et tout ça, ça ne marche que s'il y a un dialogue fertile et constructif avec la puissance publique. Je ne dis pas que c'est facile, je vais savoir, mais je dis que c'est en tout cas souhaitable. Et puis finalement, je ne suis pas en retard, parce que voilà, le problème est de développer une recherche-action sur la biodiversité, dans laquelle la biodiversité des sciences de la nature, c'est-à-dire la nôtre, amateur et professionnel, qui est d'analyser cette hiérarchie d'entités qui sont organisées en système interactif. Bernard Fauchot disait ce matin qu'il fallait s'intéresser pas seulement aux espèces isolément, mais au processus et au fonctionnement, aux fonctions de la biodiversité. Voilà, on est là-dedans. Hiérarchie d'entités organisée en système qui fonctionne, avec pour objectif d'écrire, comprendre et gérer. Et puis tout ça en interaction avec la biodiversité des centres de l'homme et de la société, dont l'objectif est de répartir et de gérer équitablement un ensemble de ressources, développer une culture partagée entre les deux. Voilà, Monsieur le Président, j'ai terminé. Une science pour le peuple à une science par le peuple. Merci beaucoup, Mandel, d'avoir illustré effectivement cette relation entre les bénévoles et les sociétés savantes, en prenant l'exemple de notre mentor, effectivement, Camille Ferry, et puis l'illustration de Bourgogne Nature que vous avez largement publicisée, si je puis dire. Adhérer. C'est vrai, c'est une belle revue que Bourgogne Nature. Les questions de la salle. Aucune question? Si. Vincent? Non, non. Ce tour d'horizon sur le XXe siècle, par rapport à l'Amérique du Nord, sur des sociétés qui sont, on va dire, moins historiques en termes d'arrivée de l'homme sur ces territoires, est-ce qu'on a un parallèle du rôle de la société comme ça et des sociétés amateurs dans tout ce qui est connaissance, on va dire, les États-Unis, Canada, essayer de faire des parallèles entre nos deux hémisphères pour voir, enfin, nos deux continents, pour voir s'il y a des parallèles ou si on est vraiment très différents par rapport à cet aspect-là. On est un peu différents, mais il y a une histoire exemplaire qui est unique au monde. C'est l'histoire de l'Audubon Society qui fait les Christmas Camps. Et ça a commencé en 1900. En 1900, la société Audubon, vous savez qu'Audubon était un Français immigré en Amérique du Nord qui a
extraordinairement efficacement milité pour la conservation des oiseaux et qui a développé les Christmas Counts, qui consistent à mobiliser dans une science citoyenne ou participative, si vous voulez, des dizaines de milliers d'ornithologues nord-américains pour compter les oiseaux sur des itinéraires. Alors ils s'arrêtaient toutes les 5 minutes, puis ils comptaient les oiseaux qu'il y avait autour d'eux, sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Et ça a donné lieu à une base de données qui est la plus grande du monde, la plus importante du monde, et qui vous donne un état des fluctuations d'abondance de population d'oiseaux. Donc on a ça. Et puis à côté de ça, il y a certainement beaucoup de différences entre notre manière de voir des choses et la leur. Eux, ils sont plus conservateurs, un peu radicaux que nous. Hein. Ils sont plus militants. Bon. Le Christmas Camp de l'Audubon, c'est l'exemple, qui a été repris par le PTO. Les Anglais se sont inspirés de l'initiative d'Audubon pour faire une œuvre. Oui, vas-y. Je voudrais apporter un petit complément à ce que tu viens de dire sur les Christmas Counts. C'est que ces Christmas Counts ont pris la succession d'une coutume, d'une tradition, voilà, qui aux États-Unis consistait, après le repas de Noël, d'aller tirer les oiseaux. Et c'est donc les naturalistes américains qui ont eu l'idée de transformer cette pratique évidemment très négative. Au lieu d'aller tirer les oiseaux, on allait les compter. Voilà l'origine. Et dans le même ordre d'idée, d'ailleurs, précise que c'est aussi, c'est pas tout à fait la même chose, bien sûr, on n'est pas dans le même registre, mais c'est le maître de Peterson, que tout le monde connaît, Grimscom, qui a été le premier à montrer qu'on pouvait déterminer de manière fiable des oiseaux sans les prendre, enfin sans les capturer, sans les tirer. Intéressant comme commentaire additionnel. Oui. Ça va. Qu'à changer les chasseurs naturalistes. Alors on change les chasseurs naturalistes, de même que on change un petit peu les chasseurs qui sont des prédateurs. Il y a une autre manière de faire de la prédation dans la nature, ça serait intéressant à étudier, c'est la photographie. Il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer chez eux après une sortie dans la nature avec quelque chose. Alors pendant des siècles, c'était de flinguer une bête, et puis maintenant, le fait de la prendre en photo, de la mettre en boîte, d'avoir une jolie photo dans sa boîte, c'est un peu la même chose. On peut mettre un avis dans le gâteau. Alors on peut même mettre la photo de l'oiseau dans le gâteau. Les tchatchas sont arrivés. Oui, il y a des choses dans la diapo là, que tu montrais là, sur un certain nombre d'acteurs au niveau de la nature. Il y a un acteur ou un réseau d'acteurs que tu as oublié de mettre, c'est les conservatoires d'espaces naturels, où là, à mon avis, il y a aussi à rajouter avec les parcs naturels régionaux, la LPO, etc. Donc c'est des acteurs importants aussi dans la préservation. Je n'ai pas du tout eu la prétention de décliner tous les acteurs. Dans le président du conservatoire. Oui. Non, mais je te comprends. Si j'avais voulu... Avec 1200 membres en Bourgogne, ouais, oui. Mais si j'avais voulu faire un petit aperçu du millefeuille de disposition territoriale... Je me permettais. Voilà, oui, non, mais t'as bien fait, oui. Mais c'est pas la même chose, j'aurais parlé des réserves de biosphère, des parcs naturels régionaux, des réserves intégrales, des parcs nationaux, avec la législation qui tourne autour. Mais les conservateurs et tous ces trucs-là, c'est autre chose. Hein. C'est pas comparable. Je veux dire que d'un côté, il y a des espaces, et de l'autre côté, il y a des préoccupations scientifiques. Voilà. Si un conservatoire, il n'a pas d'espace à gérer. Bien sûr que si. 150, 4000 hectares, 156 à gérer. D'accord. Voilà,
Non, mais d'accord. 4800. 5000, oui. 4800. Eh bien, ça donne un peu une idée de la complexité des choses et du millefeuille dont je parlais. Hein. Rien qu'en Camargue, il y a des territoires qui appartiennent à l'État, aux collectivités, des territoires privés mis en réserve reconnus par l'État, etc. C'est une complication. On connaît. Ouais. Bien, merci. Pas d'autres réactions, donc on va enchaîner.